Les premiers souvenirs d'Abigail Kate n'étaient pas remplis de berceuses ou de bougies d'anniversaire, mais du cliquetis rythmé de la vieille machine à coudre de Mama Grace et de l'odeur de kérosène de leur lanterne rouillée. Elle vivait dans une structure en bois d'une seule pièce nichée au plus profond d'Ojulegba, entourée de bruit, de survie et du tumulte d'histoire tue. Abigail n'a jamais su qui étaient ses parents biologiques. Mama Grace l'avait trouvé bébé sur le seuil de l'église Saint-Timothée. Enveloppé dans une couverture mince et délavée, sans aucune note, seulement une petite chaîne en or serrée dans sa main d'enfant. Mama Grace, déjà accablée par le veuvage et la pauvreté, l'avait recueillie et élevée comme une seconde chance. Abigail, bien que curieuse, ne posait jamais trop de questions. « Tu m'es venu des propres mains de Dieu », disait souvent Mama Grace. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. Même au milieu des difficultés, Abigail s'est développée en une enfant réservée mais farouchement perspicace. Sa peau était d'un brun profond, ses yeux en amont des scrutateurs, toujours à la recherche. Sa voix était douce mais ferme si nécessaire. Tandis que d'autres enfants couraient après des cerfs-volants ou portaient du bois de chauffage, Abigail aimait s'asseoir tranquillement près de la fenêtre, regardant les nuages se déplacer, se demandant ce qu'il y avait au-delà des rails de train et des étals branlants. Les frais de scolarité allaient et venaient en morceaux, mais Mama Grace s'arrangeait toujours. Abigail lisait tout ce qu'elle pouvait trouver, de vieux journaux, des pages perdues, même des romans déchirés trouvés dans des poubelles. Sa soif de connaissance en faisait une favorite discrète parmi certains enseignants. Celle-là a un esprit différent, disait-il. Mais à la maison, elle ne s'autorisait jamais à rêver trop grand. La vie avait des règles à Ojulegba. Rester petite, être reconnaissante et ne pas trop demander au ciel. Et ainsi vécut Abigail, non pas somptueusement, non pas joyeusement, mais avec dignité. Mais tard dans la nuit, elle fixait cette petite chaîne en or et murmurait, « Si tu es là, qui que tu sois, pourquoi m'as-tu laissé ?» Le cri silencieux. La vie d'Abigail Kate était une série de pas mesurés, non par choix mais par nécessité. Elle avait appris à étirer un seul pain sur 3 matins, à aller chercher de l'eau avant le lever du soleil pour ne pas être en retard pour donner des cours particuliers aux enfants du quartier contre des pièces de monnaie, et à coudre des uniformes déchirés en échange de portions de déjeuner. Les années de vieillesse de Mama Grace apportaient la faiblesse, mais Abigail la supportait sans se plaindre, marchant souvent d'Ojulegba à Muchin pour acheter des produits d'épicerie moins chers juste pour maintenir leur foyer à flot. Son monde était coloré par des rideaux effilochés, des manuels d'occasion et les tableaux noirs poussiéreux de la classe locale aménagée dans un hangar où elle enseignait l'alphabétisation de base aux enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de l'école. Les enfants l'aimaient, l'appelant Tati Abi, avec des sourires pleins de dents tordues et de mains poussiéreuses. Pourtant, il y avait des nuits où elle restait assise seule, regardant la photo de Mama Grace dans ses jeunes années, se demandant en silence, « Est-ce tout ce que je deviendrai un jour ?» C'est au cours d'une de ces longues marches pour rentrer chez elle, ses sandales en plastique usé et sa jupe humide d'une brève pluie, qu'elle s'arrêta à un coin de rue vide et regarda le ciel nocturne. « Mon Dieu, je n'ai pas besoin de richesse, murmura-t-elle, mais s'il te plaît, donne-moi une raison de croire que je suis née pour plus que cela. » Ce cri silencieux n'était pas une plainte, juste une question qu'elle portait depuis des années. Ses voisins la voyaient comme sage, respectueuse et fiable, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Abigail gardait un cahier sous son oreiller, rempli de poèmes, de rêves et de conversations imaginaires avec les parents qu'elle n'avait jamais rencontrés. L'un d'eux disait, « Si j'ai eu un vrai nom autrefois, quel était-il ? Et qui l'a chuchoté en premier ?» Mais même si les questions tourbillonnaient en elle, la vie restait inchangée. Elle ne se complaisait jamais dans l'apitoiement. Elle nettoyait son environnement, souriait aux femmes du marché qui l'appelaient ma fille, et apprit à un garçon bègue à lire à voix haute. Sa présence était tranquille mais constante, comme le bourdonnement d'un ventilateur de plafond dans une pièce chaude, facilement négligée, mais profondément manquée si elle était retirée. La rencontre improbable. C'était un mardi après-midi tardif lorsque la voiture de Daryl Benson tomba en panne près du marché d'Ojulegba. Il sortit du SUV noir élégant, l'air déplacé dans sa chemise sur mesure et ses chaussures cirées, balayant frénétiquement son téléphone. Les mécaniciens étaient injoignables et la rue était inconnue, bruyante, chaotique et chaude. Abigail, qui venait de terminer sa session de tutorat, l'aperçut de l'autre côté de la route alors qu'il se tenait près d'un kiosque, l'air visiblement irrité. Lorsqu'elle s'approcha pour lui demander s'il avait besoin d'aide, son ton était poli, neutre. « Cherchez-vous quelqu'un, monsieur ?» demanda-t-elle. Daryl la regarda, surpris par son calme. « Oui, ma voiture est morte et mon téléphone ne marche pas ici », répondit-il, agacé. Elle hocha la tête, pointant du doigt 2 rues plus loin.
Il y a un vulcanisateur et un mécanicien par là. Je peux vous montrer, si vous voulez. Alors qu'il marchait, elle ne parlait pas beaucoup, se contentant de montrer le chemin calmement, lui donnant l'espace pour observer son intelligence vive, cachée sous la simplicité de son pagne et de ses sandales. Au moment où le mécanicien arriva, Daryl se trouva étrangement déstabilisé. Il avait rencontré des femmes dans des salles de conférence, des femmes dans le luxe, des femmes au charme répété, mais jamais quelqu'un comme Abigail. Elle ne flirtait pas, elle ne faisait pas l'éloge. Elle se tenait simplement en retrait et laissait le monde suivre son cours. Avant de partir, il se tourna vers elle. « Vous travaillez dans le coin ?» demanda-t-il. « J'enseigne » répondit-elle, sans expliquer la cabane en bois poussiéreuse qu'elle utilisait comme salle de classe. « Mon nom est Daryl » dit-il, offrant un sourire. « Abigail » répondit-elle avec un petit signe de tête. La rencontre fut brève, mais elle s'attarda plus longtemps que prévu. Sur le chemin du retour, Daryl se surprit à penser à elle, à ses yeux, à son calme constant, à la façon dont elle n'essayait jamais de l'impressionner. Il y avait quelque chose d'intact dans son esprit. Il se dit que ce n'était rien, juste une fille pauvre avec un visage fort et une voix douce. Pourtant, quelque chose sous cette surface simple avait laissé une marque. Il ne le savait pas encore, mais une étincelle avait été allumée et elle ne s'éteindrait pas tranquillement. Le monde a un doigt. Daryl retourna à Ojualegba la semaine suivante sous le prétexte d'avoir besoin à nouveau de réparations automobiles, mais il cherchait seulement Abigail. Quand il la trouva finalement en train de donner des cours sous le manguier près de l'église, il se tint silencieusement, la regardant corriger la faute d'orthographe d'un enfant avec une grâce patiente. Elle ne le remarqua que lorsque les enfants s'enfuirent. « Encore vous ?» demanda-t-elle, surprise. « J'ai oublié de vous remercier correctement » répondit-il, lui tendant un petit sac repas. « Ce n'est que du riz et du poisson au poivre. » Elle cligna des yeux, incertaine de sourire ou de s'éloigner. « Merci » dit-elle avec prudence. Au cours des semaines suivantes, il continua à lui rendre visite, apportant de petits articles, parfois de la nourriture, parfois des livres. Les conversations commençaient sur le trottoir fissuré et se terminaient par des rires maladroits. Abigail restait sur ses gardes. « Vous ne me devez rien » lui rappelait-elle souvent, mais Daryl ne reculait pas. « Peut-être que je ne suis pas là pour payer des dettes » dit-il un soir. « Peut-être que je veux juste savoir qui vous êtes. » Pour Abigail, son monde semblait lointain. Il parlait de réunions, d'actions, de salles de conférences et de voyages. Elle écoutait, curieuse mais silencieuse. « Avez-vous déjà pensé à quitter cet endroit » demanda-t-il un jour. « Tous les jours » répondit-elle, non pas amèrement, mais honnêtement. Il admirait cela chez elle, son refus de faire semblant. En l'espace de 3 mois, ses intentions devinrent claires. Il l'invita à dîner à Victoria Island. Elle hésita, mais accepta finalement. Cette nuit-là, dans une robe empruntée à sa voisine et des chaussures qui la pinçaient, Abigail entra dans un monde qu'elle n'avait vu que de loin. Daryl la regarda entrer dans le restaurant, les épaules carrées, les lèvres fermes, les yeux pleins de retenue. « Vous vous êtes bien arrangé » murmura-t-il alors qu'il s'asseyait. « J'ai toujours été propre » répondit-elle calmement. Ce moment scella quelque chose pour lui. Pour elle, cela éveilla un sentiment auquel elle n'était pas sûre de devoir faire confiance. Elle ne croyait pas aux contes de fées, mais ceci. Cela ressemblait à quelque chose qu'elle pouvait presque atteindre, presque. Le prix du luxe. Le domaine Benson à Okoe était le genre d'endroit où les lustres pendaient comme des cascades gelées, et même le silence semblait cher. Abigail se tenait à l'entrée dans une modeste robe lilas, ses doigts serrés autour de la dragonne de son sac à main alors qu'elle examinait son nouvel environnement. Elle avait accepté l'invitation de Daryl à rencontrer la famille, bien que chaque instinct en elle la suppliait de ne pas le faire. Lorsque les portes massives s'ouvrirent, ce ne fut pas Daryl qui l'accueillit, mais sa sœur aînée, Kate Benson. Grande, élégante et aux yeux perçants, Kate regarda Abigail de haut en bas comme une pièce de musée sous examen. « Alors, c'est celle dont mon frère fait tant d'éloges » dit Kate avec un sourire sans chaleur. « Je m'attendais à quelqu'un de plus. Différent. » Abigail déglutit difficilement et sourit en retour. Enchantée. Kate tourna les talons, la conduisant à travers la maison majestueuse sans offrir de véritable bienvenue. L'air était froid, non pas à cause de la température, mais de la présence. Le dîner eut lieu dans une salle à manger vitrée donnant sur une piscine. Daryl était en retard, laissant Abigail seule avec Kate et leur père, le chef Benson.
Le chef l'a à peine remarqué, choisissant plutôt de faire défiler des rapports boursiers sur sa tablette. « Avez-vous un diplôme, Abigail » demanda soudainement Kate. « Non » répondit-elle honnêtement. « Juste quelques certifications ici et là. » Kate haussa un sourcil. « Ah, vous êtes une passionnée. » Lorsque Daryl arriva enfin et salua Abigail d'un baiser sur la joue, les lèvres de Kate se serrèrent. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Abigail entrait dans la chambre d'amis préparée pour elle, Kate la suivit et s'arrêta à la porte. « J'espère que vous ne confondez pas la politesse avec l'acceptation, » dit-elle froidement. « Les Benson n'épousent pas d'histoire de la rue. Profitez-en pendant que ça dure. » Abigail soutint son regard calmement. « Alors j'en profiterai avec dignité. » Kate partit sans un mot, mais Abigail savait qu'elle avait été cataloguée comme une étrangère bien avant d'entrer dans cette maison. Un foyer sans âme. La vie dans le monde de Daryl est venue avec une surface polie et des bords tranchants cachés. Après s'être marié lors d'une cérémonie civile discrète, Daryl a déménagé Abigail dans un appartement de luxe à Lekki. Au début, cela semblait surréaliste. Une maison où les sols scintillaient, les placards n'étaient jamais vidés, les gardes de sécurité ouvraient chaque portail avant même qu'elle n'y arrive. Mais derrière les oreillers moelleux et les bougies parfumées, Abigail commença à ressentir le poids silencieux d'être placée. Daryl, autrefois attentionné, est devenu subtilement correcteur. « Ne dis pas je vais, dis je sors », la réprimandait-il au petit déjeuner. « Et n'oublie pas de rire moins fort pendant le dîner. Ce n'est pas féminin. » Il insista pour qu'elle arrête de voir ses anciens amis. « Ils ne comprendront pas ton nouveau monde », expliqua-t-il. Quand elle voulut assister à un atelier éducatif, il haussa un sourcil. N'est-il pas préférable de se concentrer d'abord sur l'apprentissage de l'étiquette ? Lentement, son monde se réduisit à de jolis vêtements, des dîners programmés et des instructions qu'elle n'avait jamais demandées. La nuit, elle s'asseyait près de la grande baille vitrée, fixant la ligne d'horizon de la ville, se demandant quand elle avait cessé d'être elle-même. Elle n'avait jamais possédé autant, mais se sentait si dépossédée. Un matin, elle entra dans le salon en fredonnant un air des jours de chorale de Mama Grace. Daryl, lisant le journal, leva les yeux. « S'il te plaît, baisse la voix. Cette chanson ressemble à quelque chose venant d'une gare routière. » Elle se figea, le fredonnement mourant dans sa gorge. Quand elle se retira dans la chambre, elle regarda son reflet, ses cheveux fins coiffés en boucles, ses lèvres teintées, ses vêtements parfaitement ajustés. Mais quelque chose derrière ses yeux semblait inconnu. Elle regrettait l'odeur de plantain rôti près de l'étal d'harmonie, le son des enfants riant sous les manguiers, même la douleur de balayer la poussière de craie. « Cette maison est magnifique », murmura-t-elle pour elle-même, mais je ne me suis jamais sentie aussi sans abri. Elle ne le disait pas pour être poétique. Elle le disait parce que c'était la seule vérité qui lui restait. Le rôle et la rupture. Le grand dîner à l'Orchid Lounge était censé être une célébration de la nouvelle acquisition de contrat de l'entreprise de Daryl. Abigail était assise à la longue table parmi des hommes en costume coûteux et des femmes qui portaient des conversations comme des pièces d'échecs, lentes, stratégiques et méprisantes. Elle avait passé des heures à se préparer pour la soirée, portant une robe bleu marine que Daryl avait choisie pour elle. Mais dès leur arrivée, elle remarqua le changement. Daryl la présenta non pas comme sa femme, mais Abigail. Elle m'aide à rester sain d'esprit à la maison. La pièce ricana. Abigail sourit faiblement mais détourna le regard. Tout au long de la soirée, chaque question qui lui était adressée était empreinte de condescendance. « La village vous manque ?» demanda une femme. « Vous vous êtes rencontrés lors d'une œuvre de bienfaisance ?» taquina une autre. Daryl se contenta de rire et de hocher la tête, sirotant son vin. Quand Abigail essaya de contribuer à une conversation d'affaires, Daryl l'interrompit. « Chérie, cette partie est un peu technique. » La table rit à nouveau. Elle s'excusa tranquillement et se dirigea vers les toilettes. Seule dans l'espace au sol de marbre, elle serra l'évier et prit une profonde inspiration. Elle regarda son reflet, celui qu'elle avait tant essayé de mouler pour des soirées comme celle-ci. Élégante, silencieuse, parfaite. Et pourtant, les larmes vinrent, pas bruyantes, juste chaudes et régulières. Alors, voilà à quoi ressemble l'amour quand il se transforme en projecteur, dur, aveuglant et froid. Quand elle retourna à la table, son sourire était stable, mais sa voix avait changé. Elle répondit aux questions calmement, ne cherchant plus de validation. À la fin du dîner, alors qu'il marchait vers le voiturier, Daryl passa un bras autour d'elle. « Tu as bien géré ce soir »
murmura-t-il. Continue juste à jouer le rôle. Les gens regardent. Elle se tourna vers lui lentement. Quel rôle exactement? Il sourit. Celui que je t'ai donné. Abigail ne répondit pas, mais dans son cœur, quelque chose se fissura, non pas bruyamment, mais assez pour laisser quelque chose de nouveau commencer à se former. La femme qui n'était plus un animal de compagnie. L'appartement devint plus silencieux au fil des semaines, non pas parce que le son était absent, mais parce que la conversation était morte. Abigail remarqua davantage la présence de Daryl dans les repas intacts, la façon dont sa voiture s'arrêtait dans l'allée après minuit, et l'odeur de cologne inconnue s'accrochant à sa veste lorsqu'elle la ramassait par terre. Il n'expliquait jamais où il avait été, et elle avait cessé de demander. Chaque fois qu'elle essayait d'évoquer ses pensées, que ce soit pour reprendre son tutorat informel ou même adopter un animal de compagnie, Daryl changeait de sujet, ou lui lançait un regard qui gelait les mots dans sa gorge. « Tu es devenu si sensible ces derniers temps », remarqua-t-il un matin devant des toasts brûlés. « Pourquoi ne pas profiter de la vie que je te donne au lieu de trop réfléchir ?» Elle força un sourire et hocha la tête, bien que la douleur dans sa poitrine ait commencé à s'installer comme de la poussière qui ne voulait pas se soulever. Pour maintenir sa santé mentale, Abigail recommença à écrire dans son journal. Dans le silence de leur chambre d'amis, elle écrivait des lettres qu'elle n'avait jamais l'intention d'envoyer, à Mama Grace, à elle-même, et parfois à une version de Daryl qui aurait pu l'aimer autrefois. Dans ses entrées, elle déversait des souvenirs, des questions et de petits actes de défi qu'elle ne pouvait exprimer à voix haute. Son écriture était plus stable que son cœur. Sur une page, elle écrivit « Je suis en train de disparaître devant quelqu'un qui prétend m'aimer. Est-ce toujours de l'amour ?» Daryl n'a pas remarqué le changement en elle, ou peut-être a-t-il choisi de ne pas le faire. Il était absorbé par les réunions, les lancements et une série de voyages d'affaires qu'il incluait rarement. Quand elle demanda si elle pouvait assister à un gala avec lui un week-end, il ricana. « Ce n'est pas ton genre de public, Abigail. Tu t'ennuieras. » Cette nuit-là, elle resta assise seule sur le lit, les mains croisées sur ses genoux, fixant la porte qu'il avait fermée derrière lui. Un mariage, réalisa-t-elle, pouvait paraître parfait de l'extérieur, mais se sentir comme un confinement solitaire à l'intérieur. Le feu retrouvé. Un mercredi matin nuageux, Abigail sortit de l'enceinte du domaine et monta à bord d'un keck, tricycle, se dirigeant vers une partie plus ancienne de la ville. Elle n'y était pas allée depuis des mois, mais quelque chose en elle aspirait à un visage familier. Au moment où elle entra dans le marché, une femme avec un foulard coloré cria « Abigail, c'est vraiment toi !» C'était Harmonie, fougueuse, chaleureuse et vendant toujours de la cara, baignée de haricots, au coin de la vieille boutique de tailleur. Abigail rit pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années et la serra fort dans ses bras. « Tu as changé, » dit Harmonie, la tenant à bout de bras, vêtements coûteux, peau fraîche. Mais ses yeux, toujours fatigués. Elles s'assirent à côté de son plateau de beignets, entouré du grésillement de l'huile chaude et des plaisanteries des passants. « Comment est la vie conjugale ?» demanda Harmonie avec un sourcil levé. Abigail hésita, puis esquissa un demi-sourire. « Calme, » répondit-elle. Harmonie plissa les yeux. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Au cours de l'heure suivante, Abigail déversa tout. Les dîners, les silences, le contrôle, la solitude. Elle n'avait pas prévu de le faire, mais la présence d'Harmonie rendait les choses faciles. « Ma fille, » dit Harmonie, les yeux brillants, « tu n'as jamais été faite pour être un animal de compagnie dans le palais de qui que ce soit. Tu étais le feu bien avant que Daryl n'essaie de t'embouteiller. » Abigail détourna le regard, les yeux embués. « Parfois, je me demande s'il est trop tard pour être celle que j'étais avant. » Harmonie lui attrapa la main. « Cette fille vit toujours en toi. Elle ne fait que murmurer maintenant, mais elle n'est pas morte. » Le bruit du marché s'estompa autour d'elle. Harmonie lui tendit un petit sac enveloppé d'accara. « Gratuit, tout comme tu devrais l'être. » Sur le chemin du retour, Abigail serra le sac et sourit faiblement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue par quelqu'un, pas l'image, pas le rôle, mais la femme sous tout cela. Et dans cette reconnaissance, quelque chose de profond en elle s'est tranquillement rallumé. L'adieu. La fête d'anniversaire avait lieu dans l'un des manoirs des investisseurs de Daryl, tout en murs de verre et en marbre importé. Abigail portait une robe rouge que Daryl lui avait achetée il y a des mois, mais qu'il n'avait jamais complimentée. En entrant, il ne lui tenait pas la main et ne la présenta pas correctement. Elle se tenait à côté de lui comme un accessoire, présente,
silencieuse et censée sourire. Lors d'un toast, l'hôte fit une blague grossière sur les hommes qui sauvent les filles du caniveau. Le rire éclata et Daryl leva son verre avec un sourire narquois. Certains d'entre nous aiment redonner à la société, dit-il, ses yeux se posant sur Abigail. La pièce ricana. Abigail cligna des yeux, les lèvres tremblantes, serrant son verre plus fort. Pas une seule âme ne vint à sa défense. Après la fête, sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Abigail regardait par la fenêtre, retenant ses larmes, tandis que Daryl vérifiait ses courriels sur son téléphone. À un feu rouge, elle parla finalement. « Tu m'as embarrassé. » Il ne leva même pas les yeux. « Ne sois pas dramatique. » Quand ils arrivèrent à la maison, elle le suivit à l'intérieur, fermant la porte avec une résolution silencieuse. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Te moquer de moi. Me manquer de respect. » Daryl haussa les épaules, enlevant ses chaussures. « Parce que tu oublies qui t'a fait, » dit-il sans émotion. « Sans moi, tu serais encore en train de vendre des chiffons au bord de la route. Je suis ton Dieu, Abigail. Je t'ai donné une vie. » Son souffle se coupa. « Tu ne m'as pas donné la vie. Tu l'as enterrée. » Daryl ricana, passant devant elle. « Tu as de la chance que je t'ai touché. Sois intelligente et reste là où je t'ai placé. » Cette nuit-là, Abigail resta éveillée, fixant le plafond. Son cœur n'était pas brisé. Il était meurtri, durci et refusait finalement de rester immobile. Elle sut alors que la prochaine fois qu'elle franchirait une porte, ce ne serait pas pour revenir. Le chemin du retour. À l'aube, Abigail se leva du lit avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Le soleil avait à peine franchi l'horizon, mais elle bougeait avec intention, prenant soin de ne pas faire de bruit. Elle ne cria pas et ne jeta rien. Elle n'écrivit pas de lettre d'adieu. Au lieu de cela, elle ouvrit l'armoire, sortit un petit sac en cuir marron et commença à plier les quelques vêtements qu'elle avait achetés pour elle-même. Non pas les robes de créateur que Daryl avait choisies, mais les jupes simples et les chemisiers en coton qu'elle aimait encore. Dans le coin le plus éloigné du tiroir, niché sous une écharpe en soie, se trouvait le vieil album photo que Mama Grace lui avait donné. Elle le tint contre sa poitrine un instant, puis le plaça doucement dans son sac. Abigail ne pleura pas. Il n'y eut pas de dernier regard sur le lit ou les murs. Tout dans cette maison avait autrefois essayé de la convaincre qu'elle avait de la chance d'être là. Mais elle ne l'était pas. Plus maintenant. Elle sortit doucement, fermant la porte d'un clic final. Alors qu'elle attendait un taxi près du portail, l'un des gardes de sécurité, Quinlay, lui lança un regard perplexe. « Madame, vous voyagez » demanda-t-il. Abigail esquissa un léger sourire. « Non, je rentre à la maison. » Le taxi s'arrêta, vieux et grinçant, un contraste frappant avec les véhicules de luxe qu'elle avait l'habitude de conduire. Mais quand elle monta, cela lui sembla plus honnête, plus sien. Elle donna au chauffeur une adresse à Sur-l'Air, où une vieille connaissance de Mama Grace lui avait autrefois offert une chambre. Alors que le taxi s'éloignait, Abigail ne regarda pas en arrière. L'air à l'extérieur des portes sentait la vie, brute, imparfaite et réelle. Le poids sur sa poitrine commença à s'alléger, pas entièrement, mais suffisamment pour qu'elle puisse prendre une respiration plus profonde. Elle ne marchait pas vers la certitude. Elle ne marchait pas vers la sécurité. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle marchait selon ses propres conditions. Et cela faisait toute la différence. La dignité du balai. L'école était loin des institutions polies avec climatiseurs et soigneusement taillées. Elle était nichée derrière une ruelle étroite, son panneau d'affichage suspendu de travers, et ses murs couverts de peinture écaillée et de gribouillis. Mais dès qu'Abigail entra dans la cour, les enfants coururent vers elle, souriant, criant, serrant des boîtes à lunch en plastique et des cahiers d'exercice délavés. « Tati Abby » cria l'un d'eux, même si elle ne leur avait pas encore enseigné. La directrice, Madame Raleigh, lui offrit un rôle modeste, nettoyer les salles de classe le matin et aider au tutorat l'après-midi. « Ce n'est pas grand-chose » prévint Madame Raleigh, mais les enfants ont plus besoin d'amour que de diplôme ici. Abigail hocha la tête. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu donner. » Sa première journée fut physiquement épuisante. Elle frotta les sols, lava les tableaux noirs et aida un petit garçon ayant un trouble d'apprentissage à reconnaître les lettres. Mais chaque moment lui insufflait un but. Après les heures de classe, elle s'asseyait seule sur un banc sous un margousier, regardant les enfants jouer pieds nus dans la cour poussiéreuse.
Une petite fille lui offrit une sucette cassée. Tati, prends, dit-elle. Abigail sourit, prenant le bonbon des deux mains comme si c'était de l'or. C'est dans ce petit geste qu'elle se sentit à nouveau riche, non pas en argent, mais en sang. La douleur de son passé n'avait pas disparu, mais son bruit s'était estompé. Elle trouva du réconfort dans le rythme des routines simples, balayer avec des balais de paille, faire bouillir de l'eau dans une bouilloire tachée par le temps et corriger les sons vocaliques sur de vieux tableaux noirs. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, une collègue enseignante l'approcha et dit « Il y a quelque chose de tranquille en vous, comme quelqu'un qui est passé par le feu, mais qui ne l'a pas laissé brûler sa voix. » Abigail ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers le ciel qui devenait ambre au crépuscule et répondit doucement. Le feu a essayé, mais la voix a attendu. Elle n'en dit pas plus, mais au fond d'elle, elle savait que le silence qu'elle embrassait maintenant n'était pas une défaite, c'était une guérison. Les murmures de la vérité. Les nuits à Surroulaire étaient calmes, non pas parce que les rues n'étaient pas animées, mais parce que son cœur avait cessé de courir après l'approbation. Dans son petit appartement d'une pièce, Abigail rangea ses quelques affaires, un matelas, son album photo, une bouilloire et 2 cahiers. Chaque soir après le travail, elle s'asseyait en tailleur près de la fenêtre, écrivant tout ce qu'elle avait eu trop peur de dire à voix haute. Elle écrivit sur l'amour qui étouffait, les foyers qui réduisaient au silence et l'écho obsédant d'avoir été faite pour se sentir comme une ombre. Elle se retrouva à revisiter des moments de son mariage, non pas pour s'y attarder, mais pour les affronter. Elle se souvint d'une fois où Daryl lui avait acheté un bracelet coûteux, seulement pour lui dire « Ne te laisse pas berner, ça ne change pas tes racines. » Elle écrivit cela. Puis en dessous, elle ajouta « Mes racines sont plus profondes que l'or. » Le journal devint son miroir, son témoin, son défi. Une nuit, après une longue journée de cours et de balayage, Abigail s'assit sous l'ampoule clignotante au-dessus de sa fenêtre et commença une lettre à Mama Grace. Elle l'adressa non pas comme une enfant à une tutrice, mais comme une femme à celle qui lui avait enseigné l'endurance. « Maman, écrivit-elle, je pensais que le silence signifiait la reddition, mais maintenant je vois, le silence peut aussi être une force. Celle qui parle quand personne n'écoute. » Dehors, un générateur de quartier bourdonnait doucement. Des rires s'échappaient d'une pièce voisine. Et à l'intérieur d'elle, pour la première fois depuis des années, Abigail se sentit immobile. Pas engourdie. Pas brisée. Juste immobile. Dans la profondeur de ce calme, elle réalisa que son voyage ne consistait pas à effacer le passé. Il s'agissait de faire la paix avec la fille qui y avait survécu. La douleur n'avait pas disparu, mais elle n'avait plus peur de la ressentir. Et cela, à sa manière tranquille, était la liberté. Le secret des initiales. L'appel arriva par un après-midi étouffant, juste au moment où Abigail avait fini de passer la serpillière dans la salle du personnel. C'était de sœur Agnès, la femme qui dirigeait l'ancien orphelinat de l'église sur Ball Street. « Ta mère ne va pas bien, dit-elle. Tu devrais venir. » Le cœur d'Abigail se serra. Bien qu'elle n'ait pas vu Mama Grace depuis des mois, elle envoyait de l'argent discrètement par l'intermédiaire de sœur Agnès. Abigail prit un bus qui tremblait à chaque virage. Ses doigts serrés autour de la photographie délavée qu'elle portait toujours. Mama Grace la tenant bébé, les deux visages flous par l'âge. Quand elle arriva, la maison était plus sombre qu'elle ne s'en souvenait. Les rideaux étaient tirés et l'air sentait le camphre et le léger menthol. Mama Grace était allongée sur le lit, son corps frêle, sa peau pâle de fièvre. Abigail s'effondra à côté d'elle, lui tenant la main. « Maman, c'est moi, » murmura-t-elle. Les yeux de la vieille femme s'ouvrirent. Pour la première fois de sa vie, Abigail vit de la peur dans les yeux de Mama Grace, non pas de la mort, mais de secrets longtemps enfouis. « Je n'étais pas censée te garder, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « On m'a dit de te prendre, juste pour un moment. Mais l'homme n'est jamais revenu. » Abigail fronça les sourcils. « Quel homme ?» demanda-t-elle d'urgence, la voix tremblante. Les lèvres de Mama Grace tremblèrent, ils ont dit. « Tu appartiens à quelqu'un, riche. » Mais l'infirmière leur a dit que tu étais morte. Elle a été payée pour mentir. La pulsation d'Abigail s'accéléra. Qui a menti? Quelle infirmière? Maman, s'il te plaît. Mais les mots s'éloignèrent tandis que les yeux de Mama Grace se fermaient lentement à nouveau, sa respiration douce et superficielle. Cette nuit-là, Abigail s'assit près de son lit, incapable de dormir, les mots tournant dans son esprit comme un carrousel cassé. Il y avait toujours eu des questions.
Mais maintenant, il y avait des fragments, trop vagues pour former une image, mais assez nettes pour la percer. Elle tendit la main vers la chaîne en or qu'elle portait depuis l'enfance et fixa les minuscules initiales gravées faiblement sur son fermoir. Monsieur, elle n'avait jamais pensé à demander ce qu'elle signifiait, mais maintenant elle ne pouvait ignorer le frisson qui lui montait le long de la colonne vertébrale. L'ombre qui surveillait. Les jours passèrent, mais le poids des paroles critiques de Mama Grace refusait de s'estomper. Abigail essaya de se concentrer sur les tâches scolaires, mais se retrouva distraite, balayant des visages dans la foule, s'attardant sur des noms inconnus dans les listes de présence, remettant en question des détails qu'elle aurait autrefois ignorés. Puis elle commença à le remarquer, un homme d'âge moyen avec une barbe bien taillée, des lunettes de soleil foncé et une chemise bien repassée qui se tenait en face du portail de l'école l'après-midi. Au début, elle supposa que c'était un parent attendant un enfant. Mais ensuite, il commença à se présenter tous les jours, n'entrant jamais dans l'enceinte, observant toujours tranquillement de l'autre côté de la route. « Tu remarques cet homme » demanda Abigail un après-midi alors qu'elle et Harmonie partageaient des arachides grillés sous le margousier de l'école. Harmonie plissa les yeux. « Celui près du kiosque jaune ? Oui, je l'ai vu. Et il n'a pas l'air de quelqu'un qui attend la sortie de l'école. » Le lendemain, alors qu'Abigail sortait du portail avec des plans de leçons sous le bras, l'homme se retourna et commença à marcher à côté d'elle. « Mademoiselle Abigail, dit-il d'un ton bas et régulier. Je ne veux pas vous alarmer. » Elle s'arrêta immédiatement, le souffle coupé. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Mon nom est Steve, dit-il. Je suis lié à quelqu'un qui pense vous connaître. Veuillez comprendre, j'ai reçu l'instruction de ne rien forcer, juste d'observer jusqu'à ce que ce soit le bon moment. » Le visage d'Abigail se crispa. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi quelqu'un enverrait-il quelqu'un pour me surveiller ? » Steve hocha la tête respectueusement. « Parce que le passé que vous pensiez perdu pourrait ne pas l'être. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il glissa une petite carte blanche dans sa main et traversa rapidement la route, disparaissant derrière une rangée de kiosques. Abigail resta immobile, la carte tremblant entre ses doigts. Elle ne portait aucun nom, seulement un numéro et le mot « bientôt ». Son esprit s'emballa, partagé entre l'incrédulité et l'appréhension. Quelque chose de longtemps enfoui se levait, et cela apportait avec lui une tempête à laquelle elle n'était pas prête. Abigail Montgomery. Ce week-end-là, une enveloppe marron glissa sous sa porte. Pas de timbre, pas de nom, juste le sien soigneusement écrit à l'encre bleue. Abigail hésita avant de l'ouvrir, ses doigts tremblant légèrement comme s'il savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc pliée d'une femme qui lui ressemblait étrangement, seulement plus âgée, avec des traits plus doux et des yeux qui portaient la même ombre de tristesse tranquille. À côté se trouvait un acte de naissance, fragile avec l'âge, délivré sous le nom Abigail Montgomery. Sa bouche devint sèche. Il n'y avait pas d'expéditeur, pas de note, pas d'explication, seulement des faits qui ébranlaient les fondations de son identité. Elle tint la photo contre sa poitrine, ferma les yeux et essaya de respirer. Cela pouvait-il être vrai? Aurait-elle pu naître dans une autre vie, une vie volée avant qu'elle ne se connaisse elle-même? Cette nuit-là, Abigail ne put dormir. Son matelas lui semblait trop mince, l'air trop bruyant, sa peau trop serrée. Elle ouvrit son cahier et recommença à écrire, non pas de la poésie cette fois, mais des pensées brutes. Si quelqu'un a menti pour me garder caché, pourquoi? Qui suis-je vraiment, et si je ne suis pas prête à le savoir? Le nom Montgomery ne lui disait rien, mais le nom de famille résonnait de richesse et de mystère, comme quelque chose qu'elle avait déjà entendu dans un magazine ou un segment de radio. Elle montra l'enveloppe à Harmonie le lendemain, qui haleta et la saisit par les épaules. « Abby, c'est énorme, tu ne peux pas ignorer ça. Quelqu'un là-bas connaît la vérité, et il t'envoie des morceaux. » Abigail hocha lentement la tête. « Mais que veulent-ils de moi » demanda-t-elle. Harmonie lui prit la main et la serra. « Peut-être qu'ils veulent juste que tu te souviennes de qui tu étais, avant que le monde ne te dise le contraire. » Abigail ne parla plus après cela. Elle plaça simplement l'enveloppe à l'intérieur de son journal et ferma son sac. Quelle que soit la porte qui s'était ouverte, elle ne pouvait plus prétendre que ce n'était pas réel. La femme du miroir. Les nuages arrivèrent sans prévenir. En fin d'après-midi, le ciel était devenu d'un gris maussade et le tonnerre grondait au loin comme un avertissement encore à prononcer. Abigail était au milieu d'une session de tutorat lorsque le premier éclair traversa le ciel, suivi d'une averse qui martela les toits en tôle comme des balles. Les enfants crièrent et se dispersèrent.
Les enseignants se précipitèrent pour fermer les fenêtres, pousser les bancs loin du sol inondable et rassembler les cahiers trempés. Abigail resta calme au milieu du chaos, guidant les élèves effrayés vers des hauteurs plus élevées dans le couloir. L'eau se déversa par un trou dans le toit, transformant la salle de classe en une piscine peu profonde. « Sortez les petits en premier », cria-t-elle, sa voix coupant le rugissement de la tempête. La boue menaçait d'inonder la passerelle, et un enfant glissa, pleurant. Sans hésiter, Abigail enleva ses chaussures et pataugea, le soulevant dans ses bras. Au moment où la pluie ralentit, l'enceinte de l'école ressemblait à une zone de guerre. Les tableaux noirs étaient tombés. Les livres étaient détrempés. Mais tout le monde était en sécurité, grâce à l'action rapide et à la concentration inébranlable d'Abigail. Ce soir-là, un journaliste qui s'était abrité sous un étal voisin prit une photo d'Abigail berçant le garçon en pleurs alors qu'elle se tenait pieds nus dans l'eau jusqu'aux chevilles. L'image devint virale localement le matin. Elle apparut brièvement dans un reportage télévisé intitulé « Femme de courage, une héroïne dans les inondations de Lagos ». Abigail, cependant, n'en savait rien. Elle était trop occupée à éponger l'eau restante dans le couloir, à sécher les uniformes des enfants avec des morceaux de tissu et à vérifier les fièvres. « Vous êtes folle », lui dit un enseignant, à moitié admiratif. Mais le genre de folie dont ce monde a besoin. Elle sourit faiblement, épuisée mais fière. Elle avait affronté une tempête, non seulement météorologique, mais de peur, et était restée debout. Et quelque part loin, cette image était sur le point d'éveiller un souvenir chez un homme qui avait cherché le monde pour une fille qu'il croyait ne plus vivre. Le fantôme devient chair. Dans un domaine somptueux de Banana Island, Eugène Montgomery se tenait près des hautes fenêtres vitrées de son bureau, faisant tournoyer un verre de vin, et écoutant distraitement un rapport boursier diffusé sur sa tablette. C'était un homme sculpté par le chagrin et le temps, connu dans le monde de l'entreprise pour son brio, mais en privé, défini par une seule blessure, la perte de sa femme et de sa fille nouveau-née il y a 3 décennies. On lui avait dit que l'enfant n'avait pas survécu. Il avait enterré un cercueil vide, mais son cœur n'avait jamais guéri. Lorsque son assistant Steve entra, tablette à la main, Eugène ne leva pas les yeux. « Monsieur, » dit Steve prudemment, « vous voudrez peut-être voir ça. » L'écran montrait un clip d'information, des images granuleuses d'une femme dans une école inondée sauvant des enfants. Eugène regarda, impassible au début, jusqu'à ce que l'écran se fige sur son visage. Il laissa tomber le verre de vin. Il se brisa sur le sol de marbre. Il marcha lentement vers l'écran, les yeux se plissant. Les traits de la femme, la forme de son visage, l'inclinaison de ses yeux, la légère tache de naissance sur sa joue gauche étaient incomparables. Il reflétait la femme qu'il avait aimée. La voix d'Eugène se brisa. Où cela s'est-il passé? Steve répondit, surlié, « Monsieur, une école locale. J'ai recoupé l'image avec les dossiers de votre défunte épouse. Il y a une concordance faciale de 99%. Eugène se détourna, faisant les 100 pas, « Non. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai enterré. » Mais Steve continua, « Monsieur, nous avons vécu avec un mensonge. Quelqu'un vous a menti. Et je crois que nous venons de la retrouver. » Pendant un instant, la pièce fut silencieuse, le bourdonnement du climatiseur étant le seul son. Puis Eugène parla, lentement mais fermement. « Trouvez-la, discrètement. Je veux qu'elle soit en sécurité. Et si c'est celle que nous pensons, personne ne doit l'atteindre en premier. Pas même son passé. » Pendant 30 ans, Eugène Montgomery avait pleuré un fantôme. Maintenant, avec une seule image, le fantôme était devenu chair. Et il n'arrêterait rien pour la ramener à la maison. La réunion. Steve travailla avec l'efficacité d'un homme qui avait géré des secrets de niveau royal auparavant. En 72 heures, il avait rassemblé des dossiers de l'école, des images de surveillance des kiosques voisins et des entretiens informels avec des vendeurs qui avaient vu Abigail au cours de la dernière année. Chaque détail, de ses routines matinales à son vendeur de nourriture préféré, fut documenté et signalé à Eugène. La preuve était accablante. L'ADN était la confirmation finale. Steve trouva une opportunité lors d'une initiative de santé parrainée par l'école où le personnel donnait volontairement des échantillons de sang pour le dépistage communautaire. Abigail, toujours solidaire, accepta sans poser de questions. L'échantillon fut discrètement détourné et testé. Lorsque les résultats arrivèrent, Eugène s'assit seul dans son bureau, fixant les papiers dans ses mains. C'était vrai. Abigail Kate était sa fille, l'enfant qui lui avait été volé par un réseau de tromperie, de cupidité et de trahison.
Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais non de douleur, cette fois de restauration. Pendant ce temps, Steve retourna à sur l'heure pour régler les détails. Il parla discrètement avec Harmony sous le couvert d'une conversation occasionnelle. « Elle parle parfois de son enfance ?» demanda-t-il. Harmony était méfiante mais curieuse. « Pourquoi voulez-vous savoir ?» Steve répondit doucement. « Parce que je crois qu'elle est plus que ce qu'elle pense être. » Ce soir-là, Harmony prit Abigail à part. « Tu es surveillée, dit-elle, l'inquiétude assombrissant son visage. Abigail cligna des yeux. « Par qui ?» Harmony secoua la tête. « Je ne sais pas encore. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas un danger, c'est le destin qui revient pour toi. » Abigail ne savait pas quoi en penser. La sensation dans sa poitrine, comme se tenir au bord de quelque chose de trop grand pour être nommé, refusait de se calmer. Elle rentra chez elle, déballa l'enveloppe à nouveau et regarda la photo de la femme inconnue qui lui ressemblait. « Qui es-tu » murmura-t-elle dans le silence. Elle n'avait aucune idée que sa réponse arriverait sous la forme du ronronnement d'un moteur et de la porte ouverte d'une limousine, et que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était sur le point de se terminer. La fille de Montgomery. La journée commença comme n'importe quelle autre. Abigail était à genoux, attachant les lacets d'un élève lorsqu'un bourdonnement bas et poli emplit la cour de l'école. Une longue limousine noire, ses vitres sombres comme la nuit, glissa à travers le portail comme si elle y appartenait. Les enseignants s'arrêtèrent à mi-conversation. Les enfants cessèrent de jouer. Même Madame Raleigh sortit de son bureau, confuse. Le chauffeur émergea, un homme grand en costume gris avec des boutons de manchette en argent, portant un dossier sous le bras. Il marcha directement vers Abigail, dont le cœur avait déjà commencé à battre la chamade. « Mademoiselle Abigail Kate » demanda-t-il gentiment. Elle se leva lentement. « Oui. » L'homme s'inclina légèrement. « Vous êtes attendue, madame. »« Par qui ?» réussit-elle à dire, serrant l'ourlet de sa robe. « Monsieur Eugène Montgomery » répondit-il. Le nom ne lui disait rien, mais ses pieds refusaient de bouger. « Il doit y avoir une erreur » murmura-t-elle. « Pas du tout, madame, il demande votre présence. » En privé. À l'intérieur du véhicule, le silence avait sa propre gravité. L'intérieur sentait légèrement le cuir et la vieille eau de Cologne. Abigail s'assit raidement, ses mains serrées sur ses genoux. À l'extrémité du siège, un homme d'une soixantaine d'années la regardait comme quelqu'un se réveillant d'un rêve. Ses cheveux étaient argentés aux tempes, son costume impeccablement taillé. Mais ce furent ses yeux, bruns, profonds, familiers, qui coupèrent le souffle d'Abigail. « Vous lui ressemblez, dit-il doucement. »« À qui ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. « À votre mère. » Il tendit une photographie délavée, la même qu'Abigail avait trouvée dans l'enveloppe, en couleur. « Ils m'ont dit que vous étiez morte, il y a 30 ans. Mais vous ne l'êtes pas, ils m'ont menti. » Abigail secoua la tête, étourdie. « Je ne comprends pas », la main d'Eugène trembla alors qu'il tendait la main à travers le siège. « Je suis votre père, Abigail. Et je vous ai cherché tous les jours depuis le jour où vous m'avez été enlevée. » Des larmes remplirent ses yeux. Tout ce qu'elle avait cru d'elle-même commença à s'effondrer, et pourtant, dans la voix de cet étranger, elle entendit quelque chose de terriblement familier. Son monde, construit sur des briques brisées, venait d'être secoué jusqu'à sa fondation. La restauration de l'identité. Les portes s'ouvrirent comme une scène d'une autre vie. De haut et bordait l'allée, et le manoir se dressait comme un géant silencieux, verre et pierre entrelacés de lierre. Abigail sortit lentement de la limousine, submergée par la grandeur, mais plus secouée par le sentiment surréaliste que rien de tout cela ne lui était étranger. À l'intérieur, un personnel en uniforme s'inclina poliment, et l'air était rempli d'un parfum qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle connaissait d'une certaine manière. Eugène la conduisit à travers un couloir orné de portraits, la plupart peints à l'huile. L'un d'eux la fit s'arrêter, une femme avec ses mêmes pommettes hautes et la même tristesse fatiguée dans ses yeux. « C'est votre mère » dit Eugène, la voix tremblante. Son nom était Clarisse. « Elle est morte la nuit où vous êtes née. » La gorge d'Abigail se serra. Elle tendit la main et toucha le coin du cadre du bout des doigts. « Elle a l'air d'attendre quelqu'un » murmura-t-elle. Eugène sourit faiblement. Elle l'était. Dans la bibliothèque, Eugène lui tendit un dossier épais, des dossiers d'hôpital, des papiers légaux et des déclarations sous serment. La vérité était plus dure que la fiction.
Clarisse était morte après l'accouchement. Abigail avait été déclarée morte à Eugène par le personnel de l'hôpital, soudoyé pour la faire disparaître. La véritable raison, la famille de Clarisse avait désapprouvé Eugène et cherchait à effacer l'enfant de sa vie, croyant qu'elle ruinerait son empire. Mais une infirmière, la même femme qui l'avait laissé à l'église, avait rompu les rangs. « Vous n'étiez jamais censé être perdu, dit Eugène, les yeux humides. J'ai passé des années à bâtir des richesses que je n'ai jamais pu partager avec la seule personne qui me restait. » Abigail resta assise dans un silence stupéfait, ses mains tremblant alors qu'elle tournait les pages. « Et Mama Grace, demanda-t-elle. Elle vous a élevé avec amour, répondit-il. Cela, je ne pourrai jamais le lui rendre. Abigail ferma le dossier lentement et leva les yeux. Je ne sais plus qui je suis, murmura-t-elle. Eugène lui prit la main doucement. Alors découvrons-le ensemble, une vérité à la fois. Et pour la première fois depuis des années, Abigail n'eut pas l'impression de devoir survivre seule. Le nouveau nom. Les jours suivants se déroulèrent comme des chapitres d'un roman dont Abigail n'aurait jamais imaginé faire partie. On lui donna sa propre aile du manoir, non par extravagance, mais parce qu'Eugène insista pour qu'elle ait de l'espace pour penser, respirer et exister librement. Un chef personnel lui proposa de lui préparer ses plats préférés, mais elle demanda simplement de l'igname et un œuf au plat. Rien d'extraordinaire, dit-elle timidement. J'aime ce que je connais. Quand elle s'assit à la table du petit déjeuner le lendemain matin, Eugène était déjà là, lisant un journal relié en cuir. Il leva les yeux et sourit. J'écrivais sur vous, dit-il, même avant de vous revoir. Abigail rougit légèrement, sirotant son thé. La gêne entre eux était douce, comme des étrangers apprenant à aimer en se souvenant. Plus tard dans la journée, ils se promenèrent dans le jardin familial. « Vous êtes-vous remarié » demanda-t-elle. Eugène secoua la tête. « Je ne voulais pas d'une autre vie. Je voulais juste la mienne en retour. » Alors que la nouvelle se répandait en privé dans le cercle juridique de la famille, Eugène commença à se préparer à mettre à jour les documents officiels, actes de naissance, pièces d'identité et le testament de la famille. Il agissait avec prudence mais de manière décisive. « Vous n'avez pas à prendre mon nom, dit-il lors d'une de leurs discussions, mais il a toujours été le vôtre. » Abigail fixa les documents sur la table en acajou, puis la ligne de signature. Lentement, elle prit le stylo. « Non pas à cause de la richesse, dit-elle, mais parce que cela ressemble à un retour à la maison. » Elle signa Abigail Montgomery pour la première fois, ses mains stables, ses yeux humides. Cette nuit-là, Eugène sortit une boîte enveloppée de velours rouge. « J'ai gardé ça toutes ces années, dit-il en la lui tendant. À l'intérieur se trouvait un hochet en argent portant les initiales AM, ses bords émoussés par le temps. Abigail le tint délicatement, le pressant contre sa poitrine. « Je n'ai jamais pensé que j'appartiendrais à quelqu'un, murmura-t-elle, mais maintenant, c'est le cas. » Le père et la fille s'assirent en silence, la pièce remplie non pas de mots, mais de tout ce qu'ils avaient tous deux perdu et finalement retrouvé. Le contraste aiguisé. Les formalités administratives officielles furent finalisées sous des arrangements privés, sans médias, sans annonce. Eugène voulait qu'Abigail ait le choix quant à la manière dont son identité referait surface, et elle choisit le silence plutôt que le spectacle. Mais en interne, tout avait basculé. Abigail Montgomery. Elle avait pratiqué le nom devant un miroir, l'avait écrit dans son journal et l'avait même murmuré une fois avant de s'endormir. « Cela fait étrange, dit-elle à Eugène, lors d'une promenade dans l'aile du bureau. Comme porter le manteau de quelqu'un d'autre, chaud, mais pas encore le mien. » Eugène sourit, il tira avec le temps. « Tu n'as pas à te précipiter. » Abigail hocha la tête, appréciant la douceur de son approche. Ce qu'elle avait craint être accablant s'est avéré lent, prudent, presque respectueux. Il passait des soirées à parler de son enfance, Eugène assemblant ses souvenirs épars comme un homme essayant de réparer un portrait du temps brisé. Malgré sa richesse, Eugène ne l'a jamais submergé de luxe. Il respectait les limites d'une femme qui avait survécu sans fanfare. Pourtant, des changements étaient inévitables. Sa garde-robe commença à évoluer. Son élocution, autrefois neutre et prudente, devint plus assurée. Elle commença à lire sur les entreprises Montgomery, non pas pour les posséder, mais pour comprendre ce dont elle avait été privée. « Ne laisse pas cet endroit te consumer », avertit Eugène un soir. « Tu es arrivé jusqu'ici sans avoir besoin de pouvoir. Tu n'as pas à le porter pour prouver quoi que ce soit. » Abigail sourit faiblement. « Je veux juste savoir ce qui m'a été pris. »
Et pourtant, même en s'adaptant à cette nouvelle vie, elle ne cessa jamais de regretter les rythmes simples de l'école, les rires des enfants ou la caraferie de l'étal d'harmonie. Son âme restait ancrée dans l'endroit qui l'avait élevée. Sa transformation ne résidait pas dans l'extravagance, mais dans le fait de savoir pour la première fois qui elle était vraiment et qui lui avait volé cette vérité. Et bientôt, elle ferait face à l'un d'eux sans même le savoir. Le retour du mépris. Lors d'un brunch de networking à Lekki, Daryl Benson s'appuya contre une balustrade en verre, sirotant du champagne, et tenant la cour avec 2 jeunes dirigeants. C'était un projet, dit-il avec désinvolture, souriant. Je l'ai sortie du caniveau, je lui ai donné une vie, et elle n'a pas pu la gérer. Des femmes comme ça, on peut les habiller, mais on ne peut pas changer ce qu'il y a en dessous. Son public rit inconfortablement, incertain si le commentaire était une blague. Que lui est-il arrivé, demanda finalement l'un d'eux. Daryl haussa les épaules. Probablement revenu là où je l'ai trouvé. Femme de ménage dans une école locale, toujours en train de balayer les sols et de rêver de rideaux en dentelle. Il ricana à nouveau, clairement fier de son rôle auto-attribué d'homme qui sauvait et relâchait. Mais sous le rire se cachait une amertume croissante. Depuis qu'Abigail était partie, rien n'avait fonctionné. Ses transactions commerciales avaient échoué, son charme s'était estompé et même sa sœur Kate s'était éloignée. Pourtant, il masquait cela avec de la bravade et de l'arrogance, l'armure qu'il portait toujours lorsque la vérité commençait à le démanger. Plus tard ce soir-là, il fit défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, s'arrêta sur un article présentant le gala de charité d'art privé du groupe Montgomery. Une photo floue d'Eugène se tenant avec une femme posée, à la peau foncée, dans une robe élégante, attira son regard. Le visage semblait familier, mais il le rejeta. « Encore une arriviste » murmura-t-il. Pourtant, quelque chose le rongeait. « Penses-tu qu'elle regrette d'être partie » lui avait demandé un collègue après un dîner bien arrosé. Daryl ricana. Qui a-t-il à regretter? J'étais son miracle. Mais dans les moments calmes, quand la pièce devenait trop silencieuse, il revisitait occasionnellement de vieilles photos sur son téléphone, celles qu'il n'avait pas supprimées. Abigail souriant légèrement dans le jardin. Abigail lisant seule sur le balcon. Abigail portant cette robe rouge qu'il avait un jour dit trop audacieuse pour elle. Il ne l'admettait jamais à voix haute, mais une partie de lui s'était toujours attendue à ce qu'elle revienne. Non par amour, mais parce qu'il croyait que personne d'autre ne la valoriserait jamais. Il se trompait, et le règlement de compte était plus proche qu'il ne l'imaginait. Le terrain qui se déplace. Kate Benson se tenait dans son bureau, tapotant un ongle manucuré contre son verre de vin tandis que son assistante lisait à voix haute un rapport confidentiel. Son nom légal a été changé pour Abigail Montgomery, dit l'assistante. Le cœur de Kate rata un battement. Montgomery, murmura-t-elle, le nom fendant son calme comme une lame. Elle congédia l'assistante et ferma la porte de son bureau, faisant les 100 pas rapidement. Ouvrant un article d'affaires archivé, elle fit défiler jusqu'à une photo d'Eugène avec une femme à ses côtés. Son souffle se coupa. « Non, ça ne peut pas être elle » murmura-t-elle. Mais ça l'était. Abigail, la fille qu'elle avait autrefois avertie qu'elle ne serait jamais plus qu'un nom d'emprunt dans leur monde, se tenait maintenant côte à côte avec l'un des hommes les plus puissants du pays. La rage monta dans la poitrine de Kate, mêlée à de la peur. Si Eugène avait accepté Abigail comme faisant partie de la famille, cela pourrait signifier un désastre, non seulement pour Daryl, mais pour eux tous. Elle prit son téléphone et appela son frère. « Tu dois arrêter de parler d'elle en public » claqua-t-elle. « Maintenant. » Daryl bâilla à l'autre bout. « Pourquoi ? » Elle n'est personne. Elle n'est plus personne, siffla Kate. C'est une Montgomery. La ligne devint silencieuse. « Excuse-moi » demanda Daryl, soudainement alerte. Eugène Montgomery la recueillit. « C'est sa fille. » « C'est confirmé. Et si elle décide d'ouvrir la bouche, tu perdras tout. » Daryl rit nerveusement. « C'est une sorte de blague, n'est-ce pas ? Ai-je l'air de plaisanter » aboya-t-elle. « Tu as étalé ton ego alors que le sol sous nos pieds est en train de se déplacer. » Daryl s'affaissa sur le canapé, le front en sueur. Elle n'a jamais rien dit. Elle est juste partie. La voix de Kate baissa. Et maintenant, elle est de retour. Mais pas pour toi. Elle mit fin à l'appel sans attendre de réponse. Seul, Daryl fixa son téléphone, engourdi. Pour la première fois,
il réalisa que la femme qu'il avait autrefois traitée comme de la poussière s'était élevée plus haut qu'il ne l'avait jamais rêvé. Et la chute dont il se moquait l'attendait maintenant. Le règlement de compte. Eugène Montgomery agit avec la précision d'un homme qui avait attendu des décennies pour frapper sans lever le poing. Dans son bureau privé, il examina le portefeuille d'entreprises indirectement liées à l'empire Benson, filiales, holdings offshore, sociétés écrans cachées derrière des initiales et des intermédiaires. D'un bref hochement de tête, il remit le dossier à son stratège juridique. Tirez sur chaque fil, ordonna-t-il. S'ils ont construit quoi que ce soit sur la tromperie, je veux que ce soit démantelé légalement, mais complètement. Abigail était assise de l'autre côté de la pièce, regardant tranquillement son père. Vous n'avez pas à faire ça pour moi, dit-elle. Eugène leva les yeux, son regard stable. Je ne le fais pas pour vous, Abigail. Je le fais pour l'enfant que j'ai pleuré pendant 30 ans. Et pour chaque jour où l'on vous a fait sentir que vous n'aviez aucune valeur. Elle ne dit rien, mais son cœur se serra. Ce n'était pas une vengeance alimentée par la mesquinerie. C'était une justice attendue depuis longtemps. Et Eugène, contrairement à Daryl, n'annonçait pas son pouvoir. Il le démontrait silencieusement, efficacement et sans broncher. En quelques semaines, des avis juridiques commencèrent à atterrir sur les bureaux des cadres supérieurs de Benson & Company. Des dossiers fiscaux furent convoqués. Des audits furent rouverts. Des contrats furent examinés et révoqués. Daryl reçut un appel sec de son directeur financier tard un soir. Notre licence d'entrepôt a été suspendue, et l'un de nos investisseurs principaux vient de se retirer, citant des passifs non divulgués. Daryl a à peine dormi cette nuit-là, faisant les 100 pas dans son salon tandis que son téléphone bourdonnait d'avertissements des membres du conseil. À l'aube, il appela Kate. « Tu vois ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle expira lentement à l'autre bout. « Ce qui se passe, c'est que tu as sous-estimé la mauvaise femme. Et maintenant, tu as Eugène Montgomery qui rééquilibre la balance, et tu es le poids qui bascule. » Les mains de Daryl tremblèrent. « Nous n'avons même pas enfreint la loi. » Ça n'a pas d'importance, claqua Kate. Il s'assura que chaque défaut que tu as ignoré devienne un scandale. Ce matin-là, les gros titres commencèrent à murmurer la corruption. Les banquiers devinrent froids. Et pour la première fois depuis le début de son empire, Daryl Benson se tenait sur un terrain mouvant, complètement incertain de la façon d'arrêter la chute. La leçon. La tour de verre de Benson & Company à Victoria Island avait toujours brillé comme un symbole d'héritage, mais maintenant, l'éclat s'estompait à chaque reportage. Le personnel devint tendu. Les clients se retirèrent. Les membres du conseil chuchotaient dans les couloirs. Un par un, les partenariats se dissolvèrent. Les banques citant un risque de réputation. Les parties prenantes citant une perte de confiance. Daryl regarda, impuissant, les partenaires autrefois fidèles ignoraient ses appels. Des poursuites judiciaires d'anciens employés refirent surface. Des poursuites qui avaient été discrètement enterrées avec des règlements sous la table. La presse eut vent des enquêtes internes, et ce qui a commencé comme de la spéculation se transforma bientôt en une tempête de gros titres. L'empire Benson sous surveillance. Des allégations de fraude émergent. Les collègues autrefois admiratifs de Daryl s'éloignèrent et les investisseurs exigèrent une reddition de comptes publics. Pourtant, ils résistaient à l'idée qu'Abigail y soit pour quelque chose. C'est une coïncidence, se murmura-t-il en buvant tard le soir. Un mauvais cycle. Ça va passer. Mais les murs autour de lui disaient le contraire. Pendant ce temps, Eugène recevait des rapports quotidiens, et Abigail, bien que mal à l'aise face aux conséquences, restait résolue. Il a détruit plus que mon nom, dit-elle à son père un soir. Il a détruit ma voix, ma confiance. Des choses que je ne savais même pas que j'avais perdues jusqu'à ce que je recommence à m'entendre. Eugène hocha la tête, posant une main sur son épaule. Parfois, le pouvoir ne rugit pas. Parfois, il restaure simplement ce qui a été volé. Abigail commença à comprendre que cela n'était pas une vengeance. C'était un règlement de compte, non seulement pour elle, mais pour chaque femme à qui l'on avait dit qu'elle devait sa vie à l'homme qui l'avait brisée. À travers la gosse, les gens commençaient à poser des questions. Qui était la femme maintenant assise à côté d'Eugène Montgomery lors de ces événements? Les rumeurs tourbillonnaient, certains l'appelant une protégée secrète, d'autres chuchotant quelle était la raison pour laquelle Benson & Company s'effondrait. Mais aucun d'eux ne connaissait encore la vérité. Pas entièrement.
Daryl avait joué à Dieu dans sa vie pendant des années. Maintenant, le sol sous son temple commençait à se fissurer, et la femme dont il se moquait autrefois n'avait pas dit un seul mot, pourtant le monde écoutait déjà. Le coin de la rue. La table ronde des affaires africaines était le genre d'événement que Daryl dominait autrefois, poli, exclusif, et grouillant de caméras et de dignitaires. Malgré le chaos entourant son entreprise, il se força à y assister, déterminé à rappeler à tout le monde sa pertinence. Il portait son plus beau costume bleu marine, un sourire défiant plaqué sur son visage. Mais au moment où il entra dans le hall, un silence s'abattit sur la pièce. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent, et au centre de tout, descendant le grand escalier dans une robe de soie émeraude, se trouvait Abigail Montgomery. Sa posture était royale, son expression posée. À ses côtés se tenait Eugène, vêtu d'un gris anthracite sur mesure, l'escortant comme le père fier qu'il avait toujours désiré être. La mâchoire de Daryl se verrouilla. Pendant une fraction de seconde, il sentit le monde basculer. « C'est elle » murmura quelqu'un à proximité. La fille qu'il appelait sa femme de chambre. La piqûre fut immédiate, et elle ne fit qu'empirer alors qu'Abigail passait sans le regarder. Abigail n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence parlait plus fort que toute confrontation. Elle salua les acteurs clés avec chaleur et précision, se glissant dans des conversations que Daryl contrôlait autrefois avec aisance. Sa voix, calme et assurée, avait du poids. Même la presse chuchotait son nom comme une rumeur devenue révélation. « C'est une Montgomery » marmonna un journaliste. « Pourquoi ne savions-nous pas ?» Lors de la remise des prix, Eugène reçut un honneur de leadership à vie, et dans son discours d'acceptation, il se tourna vers Abigail. « Tout ce que j'ai construit ne signifie rien sans sa présence ici à mes côtés, dit-il. » La pièce applaudit. Daryl, regardant de l'arrière, sentit la sueur couler sous son col. Il se retourna pour partir, mais pas avant qu'un collègue ne lui pose la main sur l'épaule. « Elle n'a jamais été en dessous de toi, Benson. Tu ne l'as juste pas vue. » Daryl sortit du centre de conférence cette nuit-là, les caméras clignotant toujours, non pas sur lui, mais sur la femme qu'il avait autrefois essayé d'enterrer. Et à chaque flash, une partie de son illusion brûlait. Le retour à la source. Daryl ne pouvait plus respirer. Alors que les portes de la salle de conférence se fermaient derrière lui, les dernières traces de dignité auxquelles il s'était accroché se fermaient également. Tout ce qu'il avait construit, l'image, l'empire, l'influence, s'effondrait comme une maison construite sur du sable emprunté. Il se dirigea en trombe vers le parking, son esprit s'emballant. Mais avant qu'il ne puisse atteindre sa voiture, il entendit le bourdonnement familier d'un moteur s'arrêtant à côté de lui. La même limousine. Son cœur s'effondra. La vitre arrière s'abaissa lentement, et elle était là, Abigail, assise avec aplomb, ses yeux calmes mais indéchiffrables. À ses côtés était assis Eugène, son regard froid et inébranlable. Daryl recula, incertain s'il devait courir ou s'approcher. Alors, ricana-t-il avec un rire forcé, « C'est ça ta nouvelle vie? Un sugar daddy dans une nouvelle robe ?» Abigail ne dit rien. Elle inclina simplement la tête, non impressionnée. Puis Eugène se pencha en avant, sa voix basse mais précise. « C'est ma fille, dit-il, et vous, vous n'êtes même plus une note de bas de page dans son histoire. » Daryl se figea. « Fille, murmura-t-il, le mot luttant pour se former sur ses lèvres. Eugène continua, « Vous vous êtes moqué d'elle. Vous avez essayé d'éteindre sa lumière. Vous l'avez dépouillée de sa dignité, pensant qu'elle n'en avait pas. Mais maintenant, vous apprendrez que vous ne décidez pas de qui quelqu'un devient. » Abigail parla finalement, sa voix stable. « Tu m'as dit un jour que tu étais mon Dieu, que je n'étais rien sans toi. » Elle se pencha vers la fenêtre. « Tu avais tort. J'étais quelque chose bien avant toi, et je serai bien plus après toi. » Le visage de Daryl se tordit. « Tu penses que ça change quelque chose ?» cria-t-il, la voix brisée. « Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant ?» Le chauffeur d'Eugène s'éloigna, laissant Daryl debout au milieu du parking, criant à rien d'autre que des feux arrière qui s'estompaient. Pour la première fois de sa vie, personne ne regarda en arrière. La reine. Quelques semaines plus tard, l'air était différent, assurait l'air. Le soleil semblait plus doux. Le bruit des rues bourdonnait comme une vieille berceuse. Abigail se tenait devant la même école qui lui avait autrefois donné la paix dans l'obscurité. Vêtue d'un chemisier bleu doux et de simples ballerines, elle ne portait ni design ni sac à main,
aucun air d'arrivée, juste elle-même. Alors qu'elle franchissait le portail, les enfants crièrent « Tati Abigail » et coururent vers elle. Elle rit, librement cette fois, s'accroupissant pour les serrer fort dans ses bras. À l'intérieur, Madame Raleigh l'accueillit avec admiration. « Vous êtes revenu ?» Abigail hocha la tête. « Non pas pour enseigner à plein temps, juste pour me rappeler qui je suis. » Dans ses mains se trouvait une pile de livres d'histoire qu'elle avait elle-même choisis. « Je veux leur lire des histoires, tous les vendredis, si ça ne vous dérange pas, » la directrice essuya ses yeux. « C'est plus que bien. » Plus tard cet après-midi-là, alors que les enfants étaient assis en demi-cercle, Abigail lut à voix haute un conte d'une fille qui avait perdu sa voix, mais l'avait retrouvée sous un arbre. Sa voix était claire, lente et douce, le genre de ton qui restait en mémoire longtemps après qu'il s'estompe. Une fille leva la main. « Tati, est-ce que cette fille est devenue une reine ?» Abigail sourit. Elle n'a pas eu à le devenir. Elle l'était déjà. Le monde ne le savait pas encore. Après la session, elle sortit et regarda de l'autre côté de la rue où Harmonie lui faisait signe depuis son étal. Abigail lui fit signe en retour, le cœur plein. Elle ne cherchait plus d'appartenance. Elle l'avait trouvée, non pas dans les titres ou les richesses, mais dans la connaissance de qui elle était vraiment. Eugène lui dit plus tard, « Vous avez redéfini ce que signifie l'héritage pour moi. » Et elle l'avait fait. Abigail Montgomery, autrefois oubliée, autrefois ridiculisée, s'était élevée non pas dans l'orgueil, mais dans la grâce. Et cette grâce, tranquille mais inébranlable, ne pouvait plus jamais être achetée ni brisée. Proverbe 118, 22. Psaume 118 verset 22, version Louis II, LSG. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale pierre de l'angle. Ce verset capture le voyage d'Abigail, du rejet et de l'humiliation à la restauration et à l'honneur. Bien qu'autrefois mise de côté et traitée comme rien, elle s'élève pour devenir la pierre angulaire d'un héritage, non seulement à cause de sa lignée, mais à cause de son esprit inébranlable. Morale de l'histoire, ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre définir votre valeur. Le monde peut vous ignorer, vous rejeter ou essayer de vous réduire au silence, mais la vraie valeur ne se trouve pas dans les titres ou la richesse. Elle se trouve dans l'identité, la dignité et la résilience. Même lorsqu'elle est enterrée par des mensonges et des abus, la vérité se lèvera. Et quand elle le fera, ceux qui se sont moqués de vous seront témoins du pouvoir tranquille de la grâce. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.